Après l'historique conférence de Rio en 1992, il est évident de comprendre que le développement durable, base de l'émergence économique et sociale d'un pays, est indéniablement lié à la gestion rationnelle de l'environnement, de l'écosystème. Par ailleurs, l'histoire de la foresterie dans les pays en développement, comme le Bénin, a aussi prouvé que la gestion participative d'une forêt constitue le seul remède contre la dégradation continue de nos ressources naturelles. Librement inspiré, le gouvernement béninois, à travers les responsables de la direction des forêts et des ressources naturelles, a initié un projet dont l'objectif principal est de réaliser l'aménagement intégré des massifs forestiers par la mise en œuvre de plans d'aménagement au moyen des systèmes de gestion durable des écosystèmes avec la participation des populations riveraines. Mis sous tutelle du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, ce projet intitulé Projet d'aménagement des massifs forestiers d'Agua, des monts Koufé et de Wari-Maro, PANF, a démarré depuis janvier 2002. Le projet intervenait au niveau de 3 départements, notamment le Borgou, la Donga et les Collines. Et dans ces 3 départements, c'était 5 communes, les communes de Savalou, de Ouessé, de Basila, de Banté et de Tchaourou qui étaient intéressées, avec action dans 43 villages. Pour mettre efficacement en œuvre cette gestion durable des ressources naturelles, le projet a prévu 3 composantes. Il y a une composante de gestion durable des ressources naturelles, une composante d'amélioration des conditions de vie des populations, et puis une 3e composante qu'on appelle gestion du projet. Nous avons constaté que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration étaient placés pour travailler ne leur permettaient pas d'accepter de vivre sur place pour la plupart. Donc, on a pensé qu'il faut créer des infrastructures qui les fixent sur place dans la mesure où tout ce dont ils peuvent avoir besoin, tout ce qui peut les attirer dans les villes qui sont en proximité de leur poste, on a essayé de créer la situation de façon à ce qu'ils aient tout autour d'eux immédiatement, l'eau courante, l'électricité, mais surtout aussi des bureaux et des logements assez confortables pour les milieux où ils vivent. Après 5 années d'activité, qu'est-ce qui a été globalement réalisé? Composante A. On a dû mettre en place des plans d'aménagement simples, plans de gestion simples qu'on a mis en œuvre tout en élaborant les plans d'aménagement participatif. Parce que vous savez, quand vous faites une gestion des ressources naturelles d'une forêt, il faut savoir où vous allez. Donc les plans simples de gestion étaient un peu comme des guides pour conduire. Après la rédaction des plans simples de gestion, il faut connaître la ressource qu'on veut aménager. Pour connaître la ressource aménagée, il a fallu donc faire une délimitation des limites de la forêt, des forêts classées. On a commencé d'abord par identifier les zones d'intérêt synergétique, les ZIC. On les a identifiées, on les a hiérarchisées et on a commencé par installer 40 tracés de parcours ICA dans les 3 massifs forestiers, soit 6 à Agua et 34 dans le complexe forestier Wari-Maro, Mont Koufé. Il y a aussi des activités de reboisement. Et dans ce cadre-là, au niveau de la conception du projet, il est prévu de réaliser 28 000 hectares de plantations d'enrichissement. Les essences les plus importantes qu'on a introduites sont le Kaya. Il y a le Sénégalensis et le Grandifoliola. Après, il y a aussi le Samba. Et on a introduit aussi le Avzelia. On a aussi introduit des essences comme le Seiba qui sont un peu en voie de disparition dans la forêt. Donc ces essences ont été introduites dans des trouées. Et on a prévu 1500 hectares de plantations en plein. Et là, ces plantations ont été introduites dans des parties où il y avait des champs de jachères. Nous avons mis en place au total 28 698 hectares de plantations d'enrichissement, 1698 hectares de plantations en plein. Chaque année, nous mettons en place des pépinières en fonction des besoins et nous sommes largement au-dessus des 50 prévus
au départ. Toujours pour connaître la ressource, nous avons procédé au suivi de la faune. Parce que dans la forêt, il y a les arbres aussi, mais il y a également les animaux. Pour connaître les animaux qui y sont. Donc on a fait des inventaires. Mais nous n'avons pas fait le suivi classique comme on a l'habitude de faire. Nous avons adopté une méthode qu'on appelle indice kilométrique d'abondance, ICA. On a commencé par expérimenter depuis 2005. En fait, les résultats de cette consultation ont prouvé que 1. La grande faune est quasi inexistante dans les forêts classées. 2. La petite faune devient de plus en plus rare. Et 3. Il y a la persistance du braconnage. 4. Les rescapés. La faune rescapée est suffisamment craintive et extrêmement fiable. En termes de résultats, en 2005, on a eu à dénombrer environ 410 individus d'animaux après 148 contacts. Et alors qu'en 2006, on a fait 517 individus après 222 contacts qu'on a eu à réaliser. Et la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes qu'on a eu à rencontrer, est passé de 15 en 2005 à 18. Les espèces les plus rencontrées sont les petits mammifères, à savoir le guibe à nager, Tachylaphis scriptus, et l'Ourebia ourebi. On a aussi rencontré les gros mammifères comme le buffle, Tencerus cafer, et l'Hippotragus equinus. Et puis il y a aussi le bibal, la Cephalus bucellaphus. On a aussi rencontré les félins, le lion qui avait disparu. Et puis il y a aussi une nouvelle espèce qu'on a rencontrée, le caracal, le Felis caracal, qu'on a aussi rencontré. Le comble vraiment, c'est que ces indices, cette méthode a révélé la présence de l'hippopotame encore dans la zone qui avait complètement disparu. Et ayant signalé ça, on a commis encore une autre étude pour voir réellement est-ce que c'est vrai ce que la méthode a identifié. Et ça a confirmé la présence encore d'un groupe d'hippopotames encore au niveau des massifs. Donc à la date d'aujourd'hui, après les 5 premières années d'exécution, nous pouvons dire que nous avons largement atteint nos objectifs. Les plans d'aménagement ont été élaborés et validés par les populations pour les 3 forêts classées, Agua, Mokoufé et Warimao. À toutes ces statistiques, il faudra ajouter la réalisation de 12 km de sentiers écologiques sur une prévision de 5 km, soit un taux de réalisation de 240%. Ces forêts jadis asséchées se couvrent désormais d'une végétation luxuriante. Et pour en arriver là, la cellule de gestion du projet en collaboration avec les partenaires locaux a créé un cadre institutionnel qui se veut un creuset où se retrouvent tous les usagers des 3 massifs forestiers, à savoir les confréries des chasseurs, les exploitants forestiers, les agents des eaux et forêts, les autorités communales et locales, et j'en passe. Dans la zone, il y a 5 communes qui englobent les forêts. Il y a la commune de Sabalou, la commune de Banté, la commune de Basila, la commune de Tchaourou et la 5e commune, celle de Wessé. Donc, nous avons apporté un appui à ces différents maires pour créer les CVDD, Conseil villageois pour le développement durable. Le président du CVDD est en même temps le chef du village. Ces comités sont assis sur les organes issus de la décentralisation pour éviter que, à la fin du projet, ces organes ne disparaissent. Parce que dans la plupart du temps, on constate que lorsque les projets finissent, le cadre institutionnel disparaît. Au niveau de la commune, nous avons créé la Commission régionale pour le développement des ressources naturelles, CGRN. Ces CGRN sont assises sur la Commission des affaires domaniales et environnementales. Il fallait créer un organe fédérateur qui centralise toutes les activités au niveau des communes. Ressources naturelles partagées parce qu'il faut nécessairement que ce qui est fait au niveau en amont, au niveau sur l'Ouémé, ne gêne pas ce qui sera fait en aval, par exemple, au niveau d'Idayon. C'est pareil aussi pour la faune.
Mis en place depuis 4 ans, ce creuset avait permis d'aboutir à la signature d'une convention de collaboration à la gestion d'allumage de feux et à la surveillance des massifs forestiers. Pour cause, plusieurs cérémonies itinérantes de récompense ont couronné chaque année depuis 2004 les efforts des confréries de chasseurs les plus méritantes. La dernière en date a eu lieu à Banté. L'évaluation se fait à partir des critères d'évaluation de performance que nous avons élaborés de commun accord avec les chasseurs. Il y a des critères qui sont généraux, il y a des critères spécifiques et puis il y a des bonifications qu'on fait à chaque confrérie par rapport au nombre d'objets saisis. Donc cette évaluation faite sur 100, on dégage simplement parmi les 33 confréries, les 5 meilleures confréries à qui nous donnons les prix. C'est encore la preuve que le projet PANF est un projet des populations. C'est un projet qu'on a laissé à la gestion même des populations, puisqu'elles sont associées. Et l'une des preuves de cette association, c'est ce que nous venons de constater ce matin à travers la confrérie des chasseurs, et qui ont su se gérer, se discipliner et s'interdire un certain nombre de choses qui autrefois détruisaient nos différentes forêts et menaçaient aussi l'environnement. Ce que vous êtes en train d'observer, c'est l'œuvre de nos mains et c'est nous qui avons abattu tous ces animaux-là. Ce sont des trophées de buffles et d'éléphants. Et il nous a été difficile de nous démarquer de ça, mais avec les consignes du PANF, nous avons trouvé que vraiment il faut prendre les choses telles quelles pour que les générations futures puissent les voir aussi. Nos jeunes chasseurs ne comprennent pas encore, mais nous, les vieux chasseurs, nous avons compris qu'il y a eu beaucoup de dégâts par le passé et il faut se reconvertir pour que vraiment l'avenir soit plus reluisant. Le bilan sommaire de la campagne depuis 2005 montre que les actions menées par les confréries des chasseurs ont permis d'organiser au total 82 réunions de sensibilisation pour l'allumage des feux, 368 séances de sensibilisation pour une meilleure gestion des ressources naturelles, 1578 patrouilles dans toute la zone du projet. L'avantage est que ces patrouilles ont permis de déplacer 7 familles de colonies agricoles, de saisir 161 pièges, 18 fusils, 18 vélos ou motos ayant contribué au braconnage ou à l'exploitation illicite des ressources naturelles. À tout ceci, il faut ajouter 18 troupeaux de bœufs qui ont été déguerpis et 15 délits d'exploitation forestière constatés et transférés aux services spécialisés de la direction des forêts et des ressources naturelles. Ces résultats très encourageants montrent votre volonté à œuvrer pour la restauration de nos forêts. Ils dénotent également de ce que l'exploitation anarchique du bois, de la faune, la transhumance dans les zones non autorisées se poursuivent dans nos forêts. Il est établi que quelques individus mal intentionnés sont encore dans nos rangs et utilisent les moyens mis à votre disposition pour mener des actions de braconnage ou d'exploitation illicite. C'est pourquoi je voudrais aussi saisir cette opportunité qui m'est offerte ce jour pour vous exhorter à plus de conscience et de professionnalisme dans la noble mission qui vous est confiée pour décourager à jamais les exploitants illégaux et les braconniers dans vos zones d'intervention respectives. Quant à la composante B,
celle qui consiste à accompagner les populations riveraines des forêts classées d'Agoua, des monts Koufé et de Wari-Maro dans leurs activités quotidiennes génératrices de revenus, le bilan est plutôt, on ne peut plus, très éloquent. Nous avons fait donc la promotion de l'apiculture. L'apiculture, comme vous le savez, c'est une activité qui permet donc de valoriser les produits forestiers non ligneux, et spécifiquement donc le nectar des fleurs, le miel là aussi, produit donc à partir de certaines substances de certains arbres au niveau de la forêt. Et donc ça permet aussi la préservation de la biodiversité. Ensuite, ça permet maintenant de générer des revenus aux populations riveraines. Donc c'est dans cette activité-là, nous avons quand même pu toucher 349 apiculteurs, dont 125 en 2004 et 224 en 2006. La campagne 2005-2006, nous avons donc pu récolter 2 tonnes 8 de miel. Et la deuxième campagne de récolte, nous avons pu récolter 3 tonnes 3. Nous avons sélectionné aussi une autre activité qui est l'holacodiculture. Donc c'est ce qu'ils appellent généralement agouti, dans le but surtout de permettre aux populations de trouver encore des sources de protéines animales. Nous avons pu appuyer 112 holacodiculteurs et le cheptel a plus que doublé. Il y a aussi le karité. Quand on faisait les inventaires forestiers, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une importante ressource en karité. Et on s'est dit, si on valorisait cette ressource-là, ça peut aussi donner l'idée aux populations que la forêt contient des produits qu'elles peuvent exploiter. Nous avons un centre de production de karité à Alata, dans la commune de Banté. Il y a un dans le village de Ouanou, dans la commune de Basila. Il y a un dans le village de Sinaou, donc dans la commune de Tchaourou. Et un dernier donc, dans le village de Banigri, dans la commune de Tchaourou. Cette activité a touché 145 femmes à travers donc 4 unités de production de beurre de karité. Pour la première campagne, on a atteint les 30 tonnes de production de beurre de karité. Et nous avons procédé donc à l'analyse de ce beurre-là par un laboratoire local. Et puis ensuite, il y a des tractations qui sont en cours pour l'analyse du même beurre au niveau des laboratoires internationaux afin de pouvoir placer le beurre. On a introduit un système de mécanisation sommaire. Il y a un certain nombre de processus qui ont été améliorés par la mécanisation et qui diminue la pénibilité. La pierre à moudre est remplacée par un moulin carrément, etc. Mais nous avons aussi initié, bien que ce ne soit pas de notre compétence, compte tenu de la situation que nous avons rencontrée sur le terrain, un système de tout petit crédit aux femmes pour leur permettre de délaisser la pression qu'elles font sur les forêts en se livrant à d'autres activités. Nous avons pu toucher directement 419 femmes organisées en 32 groupements et reparties dans 11 villages de la zone d'intervention du projet. Il y a une dernière activité que je vais évoquer aussi, c'était un peu le riz, surtout dans les bas-fonds, dans les zones de bas-fonds. Et cette activité-là a été menée les 3 ou 4 premières années. Et puis, on a demandé aux populations qui sont intéressées de continuer. Parce que ce n'est pas toutes les activités qu'on doit appuyer jusqu'au bout. Et surtout le riz, les bas-fonds qui sont mis en valeur sont en dehors des forêts classées. Pour les infrastructures socio-communautaires, nous avons 17 forages positifs, 6 centres de santé et 12 modules de 3 classes, 3 dépôts vétérinaires et nous avons aussi 6 magasins de stockage et de production, 4 bâtiments de miellerie. D'autres sont terminés et nous n'attendons que la réception. Tel est le cas des infrastructures administratives et pour le reste, les travaux sont très avancés. En ce qui concerne la dernière composante, la gestion du projet, on peut noter que le personnel nécessaire au bon fonctionnement du projet
a été progressivement recruté en fonction des besoins. Les divers documents de gestion du projet, à savoir plan stratégique, plan opérationnel, manuel de procédure administrative, comptable et financière, manuel de suivi et évaluation ont été élaborés et mis en œuvre. Les rapports trimestriels et annuels des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ont été régulièrement élaborés et envoyés aux partenaires. Pour ce qui concerne le plan de renforcement des capacités, de 2002 à ce jour, nous avons 951 bénéficiaires de différentes sessions de formation comprenant des riziculteurs, des apiculteurs, des holacodiculteurs, des pépiniéristes, des femmes transformatrices des noix de karité et les membres des comités techniques de réhabilitation. Nous avons 351 bénéficiaires pour les membres de cogestion et 104 bénéficiaires pour le personnel de l'administration forestière et le personnel du projet. Il y a un mécanisme qui a été mis en place qui permet d'apprécier mensuellement le personnel. Quand un certain seuil n'est pas atteint, cela se fait ressentir sur les primes. La cellule de communication n'a pas été du reste. Elle a été pendant toute la période la cheville ouvrière pour la mobilisation des partenaires locaux. Le responsable nous fait le point des acquis. Depuis presque 5 ans dans le projet, nous avons signé les contrats des radios communautaires. Ces radios ont signé 3 contrats avec nous. C'est-à-dire 3 ans de contrats avec ces radios, des contrats de 12 mois pendant 3 ans. Et sans oublier les couvertures médiatiques, lorsque nous avons des séminaires, lorsque nous avons des ateliers dans la zone de ces radios, on les invite. Nous utilisons aussi les crieurs publics et les leaders d'opinion, qui sont les chefs religieux. Nous faisons les dépliants pour, vous êtes en train de voir là, ça c'est un dépliant que tout le monde doit avoir chez soi parce que dans la zone de projet, nous avons un site touristique, le Mont Soumak-Pérou, que je demande à tous les Béninois de s'y rendre parce que c'est très bien à voir. Alors, le projet, depuis 2002, nous avons démarré, on a réalisé 4 documentaires. 2 documentaires sur la fête des chasseurs et 2 documentaires sur les acquis et les réalisations faites par le projet. C'est un projet d'un coût global de 13 milliards 700 millions. La BAD, par l'intermédiaire du fonds FAD, en a contribué pour 60%, la BAD est à 32% et le gouvernement béninois pour 8%. Loin d'avoir les chevilles qui enflent, le PONF s'est enrichi des actions qu'il a aidé les populations riveraines des 3 massifs forestiers à réaliser pour la gestion durable des ressources naturelles et pour l'établissement des bases nécessaires à la réduction de la pauvreté. Les responsables n'ont pas occulté l'aspect pérenne des acquis. Quelques pistes sont déjà envisagées. Il a été prévu une cellule technique d'aménagement du projet qui sera composée essentiellement des agents permanents de l'État. Donc, cette cellule technique d'aménagement est déjà mise en place. Donc, cette cellule technique d'aménagement va continuer les activités de surveillance pendant cette phase où les activités sont un peu à un niveau réduit. Cinq années d'intenses activités de sensibilisation, 5 années de réorganisation forestière dans les 43 villages des communes de Savalou, de Wessé, de Banté, de Basila et de Djaoro. 5 années de réussite dans la gestion durable des ressources naturelles témoignent de la satisfaction des résultats éloquents obtenus. Les populations riveraines ont pris conscience de l'enjeu que constitue la gestion durable des ressources des forêts. Il est alors clair, au regard de ces résultats et actions menées, que le PONF est un projet porteur d'avenir, en ce sens qu'il a su assurer la gestion durable des ressources naturelles et la réduction de la pauvreté dans un pays qui se veut émergent comme le Bénin.